Bonjour, bienvenue dans ce vlog. Je devais faire à la base un espèce de vlog 7 jours 7 livres et finalement j'ai pas du tout la foi de faire ça et on va plutôt faire un vlog lecture tranquille sur une semaine. Nous sommes actuellement dimanche après-midi et du coup je reprends le travail demain pendant une semaine et après je suis en vacances, ce qui est vraiment super, je suis très contente. Et voilà, donc je vais vous partager un peu mes lectures de la semaine, s'il y en a beaucoup, je sais pas si ça sera très palpitant. Mais en tout cas, ce matin, vous l'aurez peut-être vu, j'aurais peut-être mis des images, mais j'ai été à la plage et du coup j'ai commencé à lire un livre d'Okamoto Kido, qui est un auteur du fin 19e, début 20e siècle, et qui s'appelle Fantôme et Samouraï. Han Shichi mène l'enquête à Edo. C'est Han Shichi, du coup, c'est un enquêteur. Et on va suivre plein de petites histoires comme ça de mystères qu'il essaye de résoudre dans le Japon de la période de Edo. La période de Edo, c'est une période très grande qui... Enfin, non, à Edo, pardon, c'est Tokyo. Et par contre, c'est à l'époque, je crois... Attendez, je vais vous le dire. Excusez-moi, Edo en fait c'est l'ancien nom de Tokyo, certes, mais c'est bel et bien aussi une époque. Et du coup c'est une époque qui s'étend de 1603 à 1868, donc c'est énorme, hein, ça couvre quand même une partie assez conséquente. Et donc ça se passe à cette époque-là, et c'est vraiment chouette pour l'instant. J'ai eu deux petites histoires qui étaient très sympas, à base de fantômes, à base de disparitions mystérieuses, c'est très cool. Voilà, et en plus j'ai retrouvé, alors vous allez voir, je lis un autre livre que j'ai acheté d'occasion, et cet autre livre que j'ai acheté d'occasion, il avait un marque-page trop beau que j'ai découvert dedans. Regardez. J'adore, vraiment j'adore, du coup je l'ai utilisé pour ce bouquin, c'est parfait. Et hier j'ai commencé à lire un livre qui est au programme du book club de Jodie pour cet été. Jodie c'est la chaîne des livres de la crypte, je crois que j'en parle de temps en temps, mais c'est une chaîne que je suis beaucoup et je suis aussi sur le Discord de temps en temps parce que j'aime bien suivre les lectures qu'elle propose, les lectures communes qu'elle propose. Et pour cet été elle propose un roman de V.I. Schwab, La vie invisible d'Adi Larue. Alors la couverture est, je trouve, incroyable. Alors là vous voyez c'est un papier calque et si j'applique bien dessus, je sais pas si on verra mais il y a un visage derrière un peu qu'on voit plus ou moins bien, c'est assez ouf. Et hop, si j'enlève la couverture calque, vous allez voir, on la voit du coup, dessinée au fusain. Et j'ai commencé à lire le bouquin et c'est tellement bien choisi comme couverture, je trouve, c'est hyper chouette. Ça paraît énorme, mais en vrai, c'est écrit très gros dedans et il y a beaucoup d'espace. Je vous montre un peu. Voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espace, c'est écrit gros. Mais en vrai du coup j'aime bien parce que c'est hyper agréable à lire en vrai. Et j'ai commencé à lire et franchement ça se lit extrêmement bien. Là j'ai pas vu passer les 100 premières pages honnêtement. Donc ça va être vraiment prenant. En fait on est sur une jeune fille, Adeline Larue, Adi Larue, donc qui est une Française et qui essaye d'échapper à... qui en fait essaye d'échapper au mariage et à la monotonie de son village, et elle fait un pacte un petit peu, on va dire, irréversible. Et on va suivre ça du coup dans cette histoire. Ça ressemble pour l'instant vraiment beaucoup sur les thématiques à Quand nos os retourneront à la Terre, qui est un autre livre que j'ai lu de V.I. Schwab et que j'ai adoré. Enfin vraiment, dites-vous que j'avais commencé à le lire en anglais. Je l'ai quasiment tout lu en anglais et en fait j'ai fini par acheter une version française collector que j'avais trouvée je crois sur Vinted, tellement j'ai aimé que je voulais avoir ce livre dans ma bibliothèque parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon avec le recul j'ai des critiques à faire dessus, mais en fait j'ai tellement aimé l'ambiance, la façon dont elle a développé ses personnages, sa plume, je trouve vraiment qu'elle a une plume V.I. Schwab plutôt qualitative. Je sais pas vraiment pour quel public elle écrit à la base, je dirais que c'est plutôt du young adult fantasy si je puis dire. Et je trouve qu'elle a vraiment une belle plume pour ce style et enfin c'est agréable à lire, du coup j'aime vraiment bien. C'est à la fois très prenant et bien écrit. Peut-être que je peux en profiter aussi pour vous parler d'un livre que j'ai fini de lire hier, même si c'est un peu en dehors du vlog, mais j'ai tellement aimé que je me voyais pas ne pas en parler. C'est un recueil de nouvelles de Dino Buzzati qui s'appelle Le rêve de l'escalier. Le livre était incroyable, enfin vraiment, tout ce que j'ai lu de Dino Buzzati pour l'instant ça m'a transcendé. Le désert des Tartares, c'est un de mes livres préférés. J'avais aussi lu L'invasion des ours en Sicile, je crois. Ah, ça m'avait pas transcendé, mais c'était cool. Et là, vraiment, mais incroyable ce recueil. Il y a beaucoup de nouvelles autour de la thématique du rêve, un peu. Notamment la première, qui est donc le rêve de l'escalier, qui raconte en fait quelqu'un qui crée des cauchemars et s'amuse à faire un cauchemar à une personne en la faisant tomber dans les escaliers. En fait, comme si l'escalier s'étendait de plus en plus et s'effaçait, et donc soudainement la personne se retrouve à tomber dans le vide. Il y a une autre nouvelle que j'ai trouvée mais
impressionnante tellement ça correspond à un rêve que j'ai déjà fait en fait dans la structure. C'est la nouvelle Crescendo. En fait, c'est des paragraphes où il se passe tout le temps la même chose, mais ça change un petit peu à chaque fois. Et en fait, c'est une dame qui va ouvrir la porte et il y a quelque chose à la porte. Et à chaque fois, ça évolue, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et vraiment, on ressent la paralysie du personnage, l'incapacité à sortir de cette boucle qui se passe en continu et qui est effrayante. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves comme ça, où on ne peut pas... qui se passe en boucle, un rêve où une situation se répète en boucle, qui est horrible, et vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est vraiment une angoisse qu'il arrive très bien réussi à retranscrire. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'il arrive à mettre en place ce genre de choses en très peu de pages. Ces nouvelles sont toutes vraiment très courtes, hein. Elles font 4, 5, 6 pages. Vraiment, la plus longue, elle doit faire 20 pages, je pense. Donc c'est vraiment très court. Mais c'est assez prenant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a un style littéraire très simple, dans le sens où c'est une plume très... souvent on dit journalistique pour lui, mais je dirais plus que c'est vraiment raconté un peu sous forme de faits divers. C'est un peu ça. Ça me fait penser à ça, du coup ça fait que c'est assez simple à lire. Et ça m'a beaucoup rappelé la métamorphose de Kafka, dans le côté, on va dire, comment dire, dans le fait qu'il y a quelque chose de complètement surnaturel et de fantastique qui survient dans le quotidien, et que ça bouleverse la vie des personnages, mais que en fait c'est une métaphore pour traduire d'autres choses. Il y a vraiment ce même côté que j'ai trouvé dans certaines des nouvelles de Buzzati. Enfin, ouais, je saurais pas vous dire, elles étaient toutes vraiment très bien. Enfin, bon, il y en a forcément certaines qui marquent plus que d'autres. Mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà, il y en a une où il y a une voiture qui parle à son propriétaire pour lui dire de pas l'acheter à la casse. Il y a des trucs presque horrifiques même parfois. Il y a une nouvelle où il y a des gosses qui disent qu'ils vont tuer leurs parents. Et du coup, le mec arrive chez des gens et dit mais ils vont vraiment vous tuer. Et c'est un peu toute la nouvelle tourne autour de ça. Il y en a une autre où il y a des voix qui sont... ils téléphonent à quelqu'un et en fait... il y a une voix parasite au téléphone qui commence à murmurer des trucs bizarres. Il y a vraiment pas mal de... Enfin, il y a vraiment quelque chose du registre de l'horreur, je trouve, parfois. Même la dernière nouvelle, c'est un personnage où il commence à lui pousser des ailes du jour au lendemain. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper... Il y a une autre nouvelle qui est incroyable, ça s'appelle l'éléphantiasis. Et en fait, tous les éléments qui sont composés à base de plastique se mettent d'un coup à grossir jusqu'à éclater. Et ça commence à prendre place de plus en plus dans la société et je vous laisse imaginer les scènes que ça peut créer. Enfin voilà, c'était un recueil mais il était incroyable. Franchement, je comprends pas pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce livre avant. C'est une pépite, je trouve. Alors forcément, il y a des nouvelles qui sont un peu moins bien que d'autres, mais il y avait vraiment des trucs... je sais pas, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis hyper contente parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose de ce que j'ai vu de Buzzati qui m'a déçue. J'aime vraiment beaucoup. Et dernière chose avant de vous laisser, j'ai reçu une commande que j'ai fait aux éditions Goater. Je sais pas si vous savez, mais en ce moment il y a un redistributeur des éditions indépendantes, Macassar je crois, si je dis pas de bêtises, qui est en grande difficulté et en gros j'avais comprendre que commander directement aux éditeurs et aux éditrices, enfin aux maisons d'édition en fait tout simplement, c'était beaucoup plus... ça leur permettait en fait de s'émanciper de ce distributeur là et ça pouvait les aider à survivre. Alors bon, Goater c'est pas non plus la plus petite maison d'édition mais quand même ça reste une maison d'édition indépendante et il y a pas mal de bouquins chez eux que je voulais depuis un moment donc je me suis dit bon bah c'est un peu l'occasion. J'ai pris Nous parlons depuis les ténèbres qui est une anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. J'adore. Il paraît que c'est très bien, donc voilà. La couverture est très dark. Avec une petite... Oula, j'ai fait tomber le marque-page. Ah oui, ils m'ont donné 10 000 marque-pages avec. Non mais trop bien. Voilà. J'ai pris Dark Romance, guide amoureux de Fleur Hopkins Loferron. J'ai commencé à lire en fait de la Dark Romance cette année. Pas que, j'ai aussi lu de la New Romance. Pour découvrir le genre en fait, parce que j'en ai jamais lu et il y a une grosse hype notamment sur TikTok autour de ça. Ça m'intrigue un peu, enfin moi j'ai un peu envie de comprendre. J'en ai lu du coup des dark romance, je pense que j'en ai dû en lire 2 ou 3. Honnêtement, c'était lecture un peu rigolade pour moi, j'avoue, parce que je prends pas du tout ça au sérieux et du coup, enfin sans du tout dénigrer le fait qu'on puisse écrire ça et qu'on puisse apprécier lire ça, parce que moi j'ai aimé lire ça en vrai, mais c'est juste qu'en fait il se passe tellement de dingueries que moi j'ai pris ça vraiment au millième degré.
Mais ça m'a quand même posé plein de questions sur le fond, on va dire, sur ce qu'on représente, sur ce qu'on choisit de montrer, sur ce qu'on choisit de valoriser. Voilà, et du coup, c'est un bouquin qui parle de ça, qui parle de la dark romance en France, et notamment des détracteurs, en fait, de ce genre. La dark romance est accusée de glorifier la violence, romantiser les hommes toxiques ou encore de pervertir la jeunesse, souvent par ceux qui n'en ont jamais lu une ligne. Alors, pour info, ce que j'en ai lu pour l'instant, il y a quand même un peu de la romantisation d'hommes hyper toxiques et de glorifier la violence, c'est vrai, mais il n'y a peut-être pas que ça, et il y a aussi des choses que vivent les héroïnes et que dans le comportement des héroïnes qui transcrit aussi d'autres messages, je pense. Mais bon, voilà, ça a l'air d'être un essai vraiment hyper intéressant sur ce genre, donc ça m'intéresse. Et enfin, j'ai pris un texte d'Orlan Escoffier, Vlad Tepes, Pour un empire. Vous avez dû le voir passer pas mal, je pense, celui-là, parce que je l'ai vu sur quand même plusieurs chaînes. Me revoilà, nous sommes jeudi, ressenti vendredi x 1000. La semaine est beaucoup plus compliquée que ce que j'imaginais. Rien ne me serait épargné avant les vacances, à croire. Mais j'ai quand même continué à lire un peu, donc je suis contente. En vrai, La vie invisible de Hadi Larue, ça se lit très très bien. Je pense, à la page presque 300, on va dire. Voilà, j'ai lu ça, quoi. Ça se lit vraiment bien. Je pense qu'en vrai, j'ai le moyen de le finir à la fin de semaine. Je pense que j'ai vraiment le temps de le finir. C'est très prenant. La plume de Willy Schwab est extrêmement fluide et du coup, ça fait que les pages s'enchaînent très très facilement. Et c'est pour ça que je pense que ça se lit vraiment plutôt bien. Je suis vraiment contente de retrouver cette autrice et je trouve pour l'instant dans cette lecture beaucoup de similarités avec Quand nos eaux retourneront à la Terre que j'avais lu l'an dernier. Notamment sur le fait qu'on est sur plusieurs périodes temporelles qui se suivent. Je sais plus si je vous ai déjà expliqué l'histoire de Hadi Larue, mais en fait elle fait un pacte malgré elle avec une espèce de divinité des ténèbres. Et cette divinité en fait lui accorde un pouvoir, celui d'être immortelle. Elle ne peut pas mourir de faim, elle ne peut pas être... voilà, ses blessures se referment très vite, mais en contrepartie, elle est invisible dans notre société, dans notre monde. Dès qu'elle écrit quelque chose, qu'elle dessine quelque chose, c'est effacé. Quand elle casse quelque chose, ça se répare tout seul. En fait, elle ne peut laisser aucune trace de son passage dans le monde, et quand les gens la voient, ils l'oublient dès qu'ils ne la voient plus quelques instants, en fait. Par exemple, je sais pas... elle est dans une pièce, elle rencontre quelqu'un, ils discutent, la personne s'éloigne 2 secondes, enfin va faire autre chose 2 secondes, ne la regarde plus, revient, ne sait plus qui c'est en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que ça vient interroger en fait la notion de liberté, parce que la liberté telle que la conçoit la divinité qui lui a donné ce pouvoir, c'est n'être rattaché à rien. Sauf qu'en fait, n'être rattaché à rien dans notre société, ça implique que du coup, Hadi Larue ne peut créer aucun lien d'amitié, aucun lien amoureux avec qui que ce soit dans la société, sa propre famille l'a oublié. Elle ne peut pas avoir d'endroit où dormir de façon simple, parce qu'en fait si elle va dans une auberge pour prendre une chambre, on l'oublie instantanément après, donc on se rappelle pas qu'on lui a loué une chambre, donc du coup elle peut pas rester. Elle peut pas travailler, enfin voilà, il y a plein de choses en fait où elle est complètement en dehors de la société telle qu'on la connaît, on va dire. Et elle va essayer de survivre de cette façon-là, en passant pour quelqu'un d'invisible. Elle va essayer d'en jouer en fait, en manipulant les gens, puisqu'elle peut raconter un peu ce qu'elle veut, puisqu'il l'oublie instantanément après, en volant. Elle fait tout ça pour assurer sa survie. Et malgré toute la difficulté que ça implique, ce mode de vie-là, eh bien elle arrive à savourer la vie, elle arrive à apprécier ce qu'elle découvre, ce qu'elle voit chaque jour. Ça alterne en fait entre des phases de son passé, donc dans le début du XVIIIe siècle, et donc du coup, elle devient immortelle au début du XVIIIe siècle, pardon.
Et on va la suivre en fait quelques années après, enfin à chaque fois, chaque année, comment elle s'habitue à ce nouveau pouvoir. Et en parallèle, on la suit en 2014 à New York. Et bon voilà, j'en dis pas plus parce qu'après ça peut un peu spoiler, mais c'est très prenant pour l'instant, moi je trouve, parce qu'il y a vraiment cette notion de comment elle arrive à se débrouiller, à survivre. Et en même temps, avec le temps, on la voit grandir en fait, on la voit grandir et progresser avec cette façon de vivre là, comment elle s'y habitue. Et il y a bien sûr d'autres choses qui font qu'il y a un peu de... ça rajoute un peu de piment, il y a des interactions en fait avec la divinité qui vont revenir par la suite, qui sont assez prenantes et très intrigantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand elle parle de liberté, en tout cas quand elle revient sur la période de 1700 et quelques, Addie LaRue, au bout d'un moment, elle finit par comprendre que la liberté, même quand on est... même quand on a des pouvoirs comme elle, elle reste une femme malheureusement, et elle se rend bien compte que quand elle se fait passer pour un homme, c'est quand même tout de suite beaucoup plus simple que quand elle reste femme, on va dire. Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de redites sur les caractéristiques physiques de Addie LaRue. On n'arrête pas de nous dire qu'elle a des taches de rousseur sur le visage. Elle a des taches de rousseur sur le visage, je sais pas si on verra bien sur cette trop belle couverture. Mais en fait, c'est bon quoi, on a compris qu'elle avait une constellation sur le visage, on a compris qu'elle avait des étoiles sur le visage. Je sais pas, je trouve que c'est un peu trop... elle insiste un peu trop là-dessus, et moi ça me... ouais, j'aime moyen. Voilà. Donc c'est tout pour ça pour l'instant. En parallèle, j'ai lu une enquête en plus, je crois, du roman de Kodamoto, oh je me souviens plus. Okamoto, je crois que c'est. C'était sympa aussi. Et j'ai commencé à lire un livre audio, enfin à écouter un livre audio, mais qui est vraiment nul. C'est une dark romance parce que j'essaie d'en lire quelques-unes avant de lire l'essai de Fleur Hopkins-Loferron sur la dark romance. Et donc là, j'ai commencé à écouter Fallen for the Devil de Irina Blake. C'est trop nul. Vraiment, c'est terrible à dire. En vrai, la narration est bien. C'est lu par Fleur Monharoul et Loïs Vial. Et il narre bien les deux. Les deux comédiennes narrent bien, mais par contre c'est trop mal fait. Enfin vraiment. Et le fait d'entendre la voix du gars, le POV du gars à l'oral, mais tu te rends vraiment compte que ça va pas du tout. Hein. Je trouve que c'est encore plus marquant qu'à l'écrit. Il y a tous les clichés de la dark romance, la meuf qui fait la meuf badass, alors qu'en vrai mais pas du tout. Enfin le personnage est juste super mal écrit et pas du tout cohérent. Le gars c'est pareil. Le gars, son plaisir c'est juste de découper des gens et de les tuer, mais en fait on nous fait comprendre qu'il est traumatisé lui aussi, donc c'est normal qu'il se comporte comme ça. Du coup voilà, enfin c'est vraiment, il y a tous les archétypes de la dark romance, vous pouvez en être sûr, hein. Il a les cheveux noirs, il a les tatouages, il a les yeux bleus, c'est vraiment l'archétype total. Elle est trop bizarre, vraiment. Le personnage principal meuf, c'est rare que ça m'arrive, d'habitude j'ai jamais trop, comment dire, les personnages féminins de dark romance me gênent pas plus que ça. Enfin, pour l'instant, elles sont un peu clichés, mais voilà. Mais là, celle-ci, franchement, elle m'agace tellement. Elle est complètement... elle a des amis, mais t'as pas l'impression que c'est ses amis, en fait. Enfin, c'est hyper mal écrit. Elle dit que c'est son meilleur... Par contre, il y a son meilleur ami gay, bien sûr, elle le décrit au début, on a l'impression que c'est vraiment son super pote, il la connaît hyper bien, il s'adore. Et puis en fait, 2 chapitres après, il me comprend jamais, machin, c'est la fin du monde. En fait, les autres dark romances que j'ai vues, il se passait des trucs un peu plus marrants. Il y avait un petit truc un peu original. Là, c'est vraiment, je trouve, hyper bateau. C'est le mec qui fait partie d'un gang, qui est dangereux. Mais enfin voilà, comme je vous le disais, on nous dit qu'il a un petit passé traumatique, donc on vient justifier son comportement. Je sens qu'il va y avoir la fameuse scène où un autre gars agresse la fille et du coup elle va être sauvée par ce mec là, donc on va vraiment nous faire comprendre que finalement il est pas si méchant que ça, alors qu'en vrai il est hyper problématique. Enfin il l'a agressé verbalement, il l'a agressé sexuellement en plus, on peut clairement le dire. Il lui parle trop mal, enfin il est complètement voilà. Bref, je sais pas si je vais m'infliger ça jusqu'au bout, très sincèrement. Parce que ça m'a fait un peu rigoler au début parce qu'il y a les clichés. Mais en fait, là maintenant, je me fais juste chier. Clairement, je m'ennuie juste. C'est pas ouf du tout. Voilà, donc bon, écoutez, je vais méditer à tout ça. Là, je vais aller au travail. Et puis, je vous reprends plus tard, je sais pas quand. Ciao, ciao.
La séquence qui va suivre a un son absolument pourri parce que j'ai eu un souci lors du transfert des fichiers sur mon PC avec la carte SD qui a en fait supprimé les derniers fichiers vocaux qui étaient nécessaires. J'ai essayé de me servir uniquement du coup du son de la caméra, mais j'ai pas réussi à faire quelque chose de bien. Je suis pas ingénieur son, donc je suis désolée, vous aurez un son avec beaucoup de bruit. C'est ce que j'ai préféré choisir comme on va dire comme contrainte parce que l'écho c'était juste pas possible, j'avais l'impression d'avoir une voix de robot, donc je préfère avoir une voix normale avec beaucoup de bruit en fond. Vous m'excuserez pour ça. Rebonjour, on se retrouve 15 jours tout pile après la dernière fois où j'ai filmé pour ce vlog lecture. J'ai dû mettre en pause le tournage puisque j'ai tout simplement dû évacuer de chez moi pendant un certain temps dû aux incendies qui ont eu lieu, vous le savez sans doute, en Gironde et en région landaise. Donc c'était une période, on va pas se mentir, assez effrayante, angoissante et où on s'en sent vraiment impuissant. Je vais pas m'étendre sur le sujet puisque j'en ai pas mal parlé sur Instagram. Tout va bien pour moi pour l'instant, mais c'était un épisode qui était franchement horrible à vivre et qui montre que le réchauffement climatique a des conséquences réelles aujourd'hui et qu'il va falloir qu'on continue de faire les choix, de se battre pour se préparer à mieux faire face à ces canicules, à ces feux. Et voilà. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le sujet de ce vlog, mais c'était quand même un truc important, il fallait que je le mentionne. Durant mon exil, du coup, j'ai continué mes lectures. J'ai complètement abandonné le livre 2 dont je vous ai déjà parlé, je crois. C'était pas bon, j'ai pas voulu insister. Je pense qu'il y a beaucoup trop de livres dans ce monde pour que je m'embête à lire des trucs que je trouve pas ouf. J'ai quasiment fini Okamoto Kido, Fantôme et Samouraï. Alors, j'avoue que je peine un peu là, il me reste ça à lire. Voilà, il me reste ça à lire, c'est dire quand même la peine que ça me cause cette fin. Parce que je trouve que c'est un peu répétitif à force et il y a vraiment des résolutions d'enquête où je me dis mais en fait le gars il a juste de la chance, il tombe pile sur la bonne personne et hop, résolution d'enquête. Bon, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a vraiment un côté dans ces enquêtes qui est mis en avant qui est le côté de fouiner, de suivre, de tracer pour vraiment avoir l'information et ça c'est cool et ça reste sympa d'être plongé dans ce Japon du 19e siècle. Mais voilà, je trouve que sur la fin c'est un peu répétitif, donc peut-être aussi que je l'ai lu trop vite, que j'ai trop lu. C'est peut-être plus quelque chose qui se picore, on lit une nouvelle de temps en temps et on le laisse courir sur 2-3 mois quoi peut-être. Je sais pas, voilà, en tout cas c'est quand même cool, c'est sympa mais c'est pas exceptionnel. J'ai fini La vie invisible de Hadi Larue. Je l'ai lu assez rapidement en vrai parce que comme je vous disais c'est écrit plutôt gros et c'est une lecture, enfin c'est une écriture assez fluide. Je maintiens que j'ai vraiment apprécié la plume de V. Schwab globalement sur ce texte là et aussi je l'avais bien aimé déjà quand je l'avais lu sur Bury Our Bones in the Midnight Soil, que j'avais lu je pense pour 70% en anglais, j'avais fini en français parce que je m'étais procuré l'édition française tellement j'avais aimé. Après je dois avouer qu'elle a quand même des choses dans son écriture qui m'agacent dans le sens où il y a un mot qu'elle utilise, palimpseste, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant de lire ce livre et en fait elle l'utilise une fois pour décrire quelque chose et je me suis dit ah bah cool, un mot que je connaissais pas, c'est un peu sympa et en fait elle va le ressortir au moins 4-5 fois, même plus que ça dans le bouquin et à la fin je me suis dit c'est bon, on a compris que tu connaissais ce mot, c'est pas la peine de nous le ressortir tous les 4 matins quoi. Bref, ça m'a un peu agacée. Je trouve qu'il y avait beaucoup de répétitions aussi sur le fait que Hadi Larue a des taches de rousseur. Ok, on a compris qu'elle avait cette tache de rousseur, que c'était particulier. Je trouve que tout le temps renchaîner sur la caractéristique d'un personnage comme ça, enfin je sais pas, il y a des fois c'est intéressant, mais là j'ai trouvé que c'était toujours amené de façon un peu... Enfin ça arrivait trop avec des gros sabots et du coup ça m'a un peu fait souffler. Mais sinon voilà, j'ai quand même apprécié. J'ai trouvé intéressant, je pense que je sais plus si je l'ai déjà dit, mais c'est intéressant comme bouquin parce que ça interroge vraiment la notion de liberté. Est-ce que la liberté c'est vraiment d'être détaché de tout le monde, de ne laisser aucune trace, de n'avoir aucune possession? Hadi Larue elle va quand même se rendre compte assez vite que la liberté c'est pas la même suivant qu'on soit un homme ou une femme. Il y a toute une période historique où elle est vraiment obligée de se déguiser en homme pour pouvoir circuler librement et pas se faire embêter, ne pas avoir de problème. Globalement pour tout ce qui est contexte historique c'est sympa mais je pense que j'ai préféré en fait le contexte historique dans Quand nos os retourneront à la terre, même si je trouve quand même que globalement ça reste un peu un prétexte pour l'autrice pour un peu fantasmer certaines choses, notamment la France et aussi certains statuts d'artistes où je trouve que vraiment c'est un peu... Enfin
C'était pas désagréable à lire, mais je trouve quand même qu'il y avait un peu un côté très fantasmé autour de ça. Même si je trouve qu'elle a quand même le mérite d'au moins dire que la plupart des artistes ne peuvent pas vivre de leur travail, qui vivent pour la plupart dans la pauvreté, au moins ça c'est dit il me semble. Vers les 75%, 50% peut-être du livre, il y a une espèce de dark romance qui commence à être amorcée. Et j'avoue que j'ai bien aimé. Ça m'a bien tenu sur la fin du livre parce qu'honnêtement, je sais pas si le reste m'aurait bien plu, mais ça a vraiment ajouté un petit côté piment popcorn que j'aime bien. Et j'avoue que ça m'a bien plu de continuer ça. Surtout que j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permettait de creuser un peu le côté humain de Hadi Larue. Parce que est-ce qu'on est encore vraiment humain quand on devient immortel et qu'on tout le monde nous oublie? Voilà, c'est quand même un personnage qui va avoir un espèce de détachement aux autres par la suite qui est quand même pas anodin et qui va être un petit peu révélé justement dans cette deuxième partie du livre. Voilà, après ça reste un roman jeunesse où je trouve que parfois on essaie de nous faire croire que les personnages sont très profonds, mais c'est pas vraiment le cas, enfin pas autant que ce qu'on voudrait nous faire croire. Voilà, ça reste un petit peu, parfois peut-être un peu superficiel, un petit peu fantasmé par moments. Mais ça n'empêche pas que j'ai vraiment apprécié cette lecture. Dans l'ensemble c'était agréable et moi j'ai pas détesté du tout. Je pense que c'est un livre un peu ça passe ou ça casse, déjà par son côté on va dire assez peut-être plat dans le sens où il se passe pas beaucoup de choses finalement. C'est très ça peut paraître assez répétitif parce que c'est beaucoup du quotidien de ce que vit Hadi Larue au début, puis des réflexions sur ce qu'elle doit traverser. Donc ça peut ne pas plaire je pense. Il y a aussi le côté jeunesse du texte dans l'écriture des personnages, dans certaines réflexions, dans certaines visions peut-être de la France et de l'Europe en général qui peut paraître un petit peu fantasmé, qui peut faire lever les yeux au ciel. Ah oui, et si je dois avouer qu'il y a un truc quand même qui n'a pas cessé de m'interpeller tout au long de ma lecture, c'est que en fait Hadi Larue, donc dès qu'on ne la voit plus, les gens l'oublient. Dès qu'elle n'est plus visible par les gens, ils l'oublient. Et je me suis dit, mais attends, elle fait des rencontres d'un soir où elle reste des après-midi entières avec des gens. Mais dans ma tête, c'était pas possible parce qu'il y a bien un moment donné où elle doit aller aux toilettes et même l'autre personne. Et je me dis, mais là ça marche plus en fait, dès qu'elle sort de leur champ de vision, ils l'oublient. Donc ça m'a vraiment... je suis pas ce genre de personne qui bug sur des détails comme ça habituellement, mais là vraiment ça m'a trop trigger. Je me suis dit, mais attends... Et ça aurait peut-être été plus intéressant de montrer que c'est même pas possible qu'elle fasse des rencontres d'un soir, sa vie elle aurait été encore beaucoup plus dure et là du coup peut-être que les choses elles auraient été différentes, je sais pas. Mais c'est vraiment un aspect du bouquin qui m'a trigger. Honnêtement si vous avez pas aimé je pense Hadi Larue, vous aimerez pas Nos eaux retourneront à la terre parce que c'est très similaire en fait. Il y a vraiment ce côté chapitre avec des contextes historiques, des points de vue différents. Ce côté très où il n'y a pas d'énormes rebondissements, il n'y a pas d'énormes trucs d'action qui se passent. C'est des livres qui sont assez proches je pense, donc si vous avez aimé l'un et l'autre, je pense que vous allez à peu près aimer, enfin si vous en avez aimé l'un vous allez aimer l'autre et vice versa. Mais si vous n'avez pas aimé Hadi Larue ou Nos eaux retourneront à la terre, je pense que arrêtez-vous là. Voilà, pendant mon exil j'ai lu d'autres choses sur lesquelles je vais pas forcément m'étendre parce que je pense que le vlog sera déjà assez long comme ça, mais j'ai lu L'agneau égorgera l'oignon de Margaret Killjoy qui était une espèce de petit récit fantastique dans une ville anarchiste assez sympa. Franchement c'était très un peu série B, mais j'ai bien aimé. Je pense que je reviendrai peut-être un peu dessus pour vous en parler plus en détail, mais globalement j'ai bien aimé. J'ai aussi lu les 3 premiers tomes de The Summer Ikaru Died. Je les ai engloutis les 3 premiers tomes, mais vraiment je les ai enchaînés. Je me suis dit mais c'est quoi cet ovni? Je savais que c'était bien, je savais que ça allait me plaire, mais juste fallait se plonger dedans pour y croire. C'est un manga genre boys love on va dire, avec un côté horrifique très dérangeant et enfin incroyable. Et en plus ça se passe l'été, il y a des planches avec plein d'onomatopées des cigales qui font leur bruit, leur cri, je sais plus quoi, leur chant tout simplement. Et ça a un côté extrêmement oppressant, c'est tourné d'une façon très malsaine et oppressante et voilà c'est incroyable. Je pense que je reviendrai dessus dans un prochain vlog de l'été parce que c'est vraiment une super lecture pour l'instant. Et un autre livre que j'ai beaucoup lu ces derniers temps et qui était un livre dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. C'est exceptionnel. Franchement ce livre là
je pensais pas que j'allais autant aimer, je savais même pas de quoi ça allait parler, je trouvais ça... Enfin, c'était vraiment une lecture que j'appréhendais parce que je me suis dit, oh là là, le truc il fait plus de 1000 pages, c'est écrit hyper petit, je sais pas si on voit mais c'est vraiment écrit hyper petit. Et bien écoutez, ça fait une semaine que je suis dessus, j'ai vraiment bien avancé, il me reste 200 pages. Et c'est... Enfin, je pense que je vais faire pareil, je vais en parler prochainement parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce texte, c'est exceptionnel. J'ai jamais lu un truc comme ça de ma vie. Je pense que j'ai jamais lu un truc comme ça de ma vie. C'est hyper touchant, ça me fait trop rire, j'ai jamais autant rigolé devant un bouquin. Et en même temps il se passe des trucs abominables dedans, donc c'est très paradoxal. C'est... Vraiment, je vous en reparlerai peut-être en fin d'année ou plus tard, je sais pas quand, mais j'ai trop de choses à dire sur ce texte. C'est indescriptible et en même temps c'est passionnant. Bref, je vous tease de fou sur un truc que je trouve je vais jamais faire, mais juste j'ai trop envie de le dire et merci Sweet pour ce bouquin, c'est incroyable. Je vais clore le vlog ici, j'espère que je pourrai en faire d'autres d'ici la fin d'été parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. D'ici là, prenez soin de vous, j'ai l'impression que c'est un été qui est particulièrement rude pour beaucoup d'entre nous à cause des canicules, à cause des incendies. Donc voilà, pensez à vous, pensez aux autres, faites attention et voilà, d'ici là, on se retrouve une prochaine fois. Ciao ciao!